Je venais d'achever mes études à l'école des philosophes d'Athènes et curieux des beautés de la Grèce, je visitais pour la première fois la poétique Thessalie. Mes esclaves m'attendaient à Laris dans un palais disposé pour me recevoir. J'avais voulu parcourir seule, et dans les heures imposantes de la nuit, cette forêt fameuse par les prestiges des magiciennes, qui étend de longs rideaux d'arbres verts sur les rives de Pénée. Les ombres épaisses qui s'accumulaient sur le dais immense des bois laissaient à peine échapper à travers quelques rameaux plus rares, dans une clairière ouverte sans doute par la cognée du bûcheron, le rayon tremblant d'une étoile pâle et cernée de brouillard. Mes paupières appesanties se rabaissaient malgré moi sur mes yeux fatigués de chercher la trace blanchâtre du sentier qui s'effaçait dans le taillis, et je ne résistais au sommeil qu'en suivant d'une attention pénible le bruit des pieds de mon cheval, qui tantôt faisait crier la reine, et tantôt gémir l'herbe sèche en retombant symétriquement sur la route. S'il s'arrêtait quelquefois, réveillé par son repos, je le nommais d'une voix forte et je pressais sa marche devenue trop lente au gré de ma lassitude et de mon impatience. Étonné de je ne sais quel obstacle inconnu, il s'élançait par bonds, roulait dans ses narines des hennissements de feu, se cabrait de terreur et reculait plus effrayé par les éclairs que les cailloux brisés faisaient jaillir sous mes pas. « Flégon, Flégon, lui dis-je en frappant de ma tête accablée son cou qui se dressait d'épouvante. Ô mon cher Flégon, n'est-il pas temps d'arriver à Laris où nous attendent les plaisirs et surtout le sommeil si doux? Un instant de courage encore, et tu dormiras sur une litière de fleurs choisies, car la paille dorée qu'on recueille pour les bœufs de Cérès n'est pas assez fraîche pour toi. Tu ne vois pas, dit-il en tressaillant. Les torches qu'elle secoue devant nous dévorent la bruyère et mêlent des vapeurs mortelles à l'air que je respire. Comment veux-tu que je traverse leur cercle magique et leur danse menaçante qui ferait reculer jusqu'aux chevaux du soleil? Et cependant, le pas cadencé de mon cheval continuait toujours à résonner à mon oreille, et le sommeil plus profond suspendait plus longtemps mes inquiétudes. Seulement, il arrivait d'un instant à l'autre qu'un groupe éclairé de flammes bizarres passait en riant sur ma tête, qu'un esprit difforme, sous l'apparence d'un mendiant ou d'un blessé, s'attachait à mon pied et se laissait entraîner à ma suite avec une horrible joie, ou bien qu'un vieillard hideux, qui joignait la laideur honteuse du crime à celle de la caducité, s'élançait en croupe derrière moi et me liait de ses bras décharnés comme ceux de la mort. « Allons, Flégon, m'écriai-je, allons, le plus beau des coursiers qu'ait nourri le mont Ida, brave les pernicieuses terreurs qui enchaînent ton courage. Ces démons ne sont que de vaines apparences. Mon épée, tournée en cercle autour de ta tête, divise leur forme trompeuse qui se dissipe comme un nuage. Quand les vapeurs du matin flottent au-dessous des cimes de nos montagnes et que, frappées par le soleil levant, elles les enveloppent d'une ceinture à demi transparente, le sommet séparé de la base paraît suspendu dans les cieux par une main invisible. C'est ainsi, Flégon, que les sorcières de Thessalie se divisent sous le tranchant de mon épée. N'entends-tu pas au loin les cris de plaisir qui s'élèvent des murs de Laris? Voilà les tours superbes de la ville de Thessalie, si chère à la volupté, et cette musique qui vole dans l'air, c'est le chant de ces jeunes filles. Qui me rendra d'entre vous, songe séducteur qui bercez l'âme enivrée dans les souvenirs ineffables du plaisir, qui me rendra le chant des jeunes filles de Thessalie et les nuits voluptueuses de Laris? Entre des colonnes d'un marbre à demi transparent, sous 12 coupoles brillantes qui réfléchissent dans l'or et le cristal, les feux de 100 000 flambeaux, les jeunes filles de Thessalie, enveloppées de la vapeur colorée qui s'exhale de tous les parfums, n'offrent aux yeux qu'une forme indécise et charmante qui semble prête à s'évanouir. Le nuage merveilleux balance autour d'elles ou promène sur leurs groupes enchanteurs tous les jeux inconstants de sa lumière, les teintes fraîches de la rose, les reflets animés de l'aurore, le cliquetis éblouissant des rayons de l'opale capricieuse. Ce sont quelquefois des pluies de perles qui roulent sur leurs tuniques légères, ce sont quelquefois des aigrettes de feu qui jaillissent de tous les nœuds du lien d'or qui attache leurs cheveux. Ne vous effrayez pas de les voir plus pâles que les autres filles de la Grèce. Elles appartiennent à peine à la terre et semblent se réveiller d'une vie passée. Elles sont tristes aussi, soit parce qu'elles viennent d'un monde où elles ont quitté l'amour d'un esprit ou d'un dieu, soit parce qu'il y a dans le cœur d'une femme qui commence à aimer un immense besoin de souffrir. Une seule peut-être, grande, immobile, debout, pensive. Dieu, qu'elle est sombre et affligée derrière ses compagnes, et que veut-elle de moi? Ah, ne poursuis pas ma pensée, apparence imparfaite de la bien-aimée qui n'est plus. Ne trouble pas le doux charme de mes veillées et du reproche effrayant de ta vue. Laisse-moi, car je t'ai pleuré 7 ans. Laisse-moi oublier les pleurs qui brûlent encore mes joues dans les innocentes délices de la danse des sylphides et de la musique des fées. Tu vois bien qu'elles viennent. Tu vois leurs groupes se lier, s'arrondir en feston mobile, inconstants, qui se disputent, qui se succèdent, qui s'approchent, qui fuient, qui montent comme la vague apportée par le flux et descendent comme elles,
en roulant sur leurs ondes fugitives toutes les couleurs de l'écharpe qui embrasse le ciel et la mer à la fin des tempêtes, quand elle vient briser en expirant le dernier point de son cercle immense contre la proue du vaisseau. Et que m'importent à moi les accidents de la mer et les curieuses inquiétudes du voyageur, à moi qu'une faveur divine, qui fut peut-être dans une vie ancienne un des privilèges de l'homme, affranchit, quand je le veux, de tous les périls qui vous menacent. À mes yeux sont fermés, à peine mes yeux sont fermés, à peine cesse la mélodie qui ravissait mes esprits, si le créateur des prestiges de la nuit creuse devant moi quelque abîme profond, gouffre inconnu où expirent toutes les formes, tous les sons et toutes les lumières de la terre, s'il jette sur un torrent bouillonnant et avide de mort quelque pont rapide, étroit, glissant, qui ne promet pas d'issue, s'il me lance à l'extrémité d'une planche élastique, tremblante, qui domine sur des précipices que l'œil même craint de sonder, paisible, je frappe le sol obéissant d'un pied accoutumé à lui commander. Il cède, il répond, je pars et consens de quitter les hommes. Je vois fuir sous mon essor facile les rivières bleues des continents, les sombres déserts de la mer, le toit varié des forêts, que bigarre le vert naissant du printemps, la pourpre et l'or de l'automne, le bronze mat et le violet terne des feuilles crispées de l'hiver. Avez-vous jamais vu le long des murs de céramique, lorsqu'ils sont frappés dans les premiers jours de l'année par les rayons du soleil qui régénèrent le monde, une longue suite d'hommes, hâves, immobiles, aux joues creusées par le besoin, aux regards éteints et stupides, les uns accroupis comme des brutes, les autres debout mais appuyés contre les piliers et fléchissant à demi sous le poids de leurs corps exténués. Les avez-vous vus, la bouche entr'ouverte pour aspirer encore une fois les premières influences de l'air vivifiant, recueillir avec une morne volupté les douces impressions de la tiède chaleur du printemps? Le même spectacle vous aurait frappé dans les murailles de Laris, car il y a des malheureux partout. Mais ici le malheur porte l'empreinte d'une fatalité particulière, qui est plus dégradante que la misère, plus poignante que la faim, plus accablante que le désespoir. Ces infortunés s'avancent lentement à la suite les uns des autres, et marquent entre tous leurs pas de longues stations, comme des figures fantastiques disposées par un mécanicien habile sur une roue qui indique les divisions du temps. 12 heures s'écoulent pendant que le cortège silencieux suit le contour de la place circulaire, quoique l'étendue en soit si bornée qu'un amant peut lire d'une extrémité à l'autre, sur la main plus ou moins déployée de sa maîtresse, le nombre des heures de la nuit qui doivent amener l'heure si désirée du rendez-vous. Ces spectres vivants n'ont conservé presque rien d'humain. Leur peau ressemble à un parchemin blanc tendu sur des ossements. L'orbite de leurs yeux n'est pas animée par une seule étincelle de l'âme. Leurs lèvres pâles frémissent d'inquiétude et de terreur, ou, plus hideuses encore, elles roulent un sourire dédaigneux et farouche, comme la dernière pensée d'un condamné résolu qui subit son supplice. La plupart sont agités de convulsions faibles, mais continues, et tremblent comme la branche de fer dans cet instrument sonore que les enfants font bruire entre leurs dents. Les plus à plaindre de tous, vaincus par la destinée qui les poursuit, sont condamnés à effrayer à jamais les passants, de la repoussante difformité de leurs membres noués et de leurs attitudes inflexibles. Cependant, cette période régulière de leur vie qui sépare deux sommeils est pour eux celle de la suspension des douleurs qu'ils redoutent le plus. Victimes de la vengeance des sorcières de Thessalie, ils retombent en proie à des tourments qu'aucune langue ne peut exprimer, dès que le soleil, prosterné sous l'horizon occidental, a cessé de les protéger contre les redoutables souveraines des ténèbres. « Qui de vous ne connaît, ô jeunes filles, les doux caprices des femmes ?» dit Polymon réjoui. « Vous avez aimé sans doute, et vous savez comment le cœur d'une veuve pensive, qui égare ses souvenirs solitaires sur les rives ombragées du Péné, se laisse surprendre quelquefois par le teint rembruni d'un soldat dont les yeux étincellent du feu de la guerre, et dont le sein brille de l'éclat d'une généreuse cicatrice. Il marche fier et tendre parmi les belles comme un lion apprivoisé qui cherche à oublier dans les plaisirs d'une honteuse et facile servitude le regret de ses déserts. C'est ainsi que le soldat aime à occuper le cœur des femmes, quand il n'est plus appelé par le clairon des batailles et que les hasards du combat ne sollicitent plus son ambition impatiente. Il sourit du regard aux jeunes filles et il semble leur dire « Aimez-moi ». Vous savez aussi, puisque vous êtes thessalonienne, qu'aucune femme n'a jamais égalé en beauté cette noble Méroé qui, depuis son veuvage, traîne de longues draperies blanches brodées d'argent. Méroé, la plus belle des belles de Thessalie, vous le savez. Elle est majestueuse comme les déesses, et cependant il y a dans ses yeux je ne sais quelle flamme mortelle qui enhardissent les prétentions de l'amour. Oh combien de fois je me suis plongée dans l'air qu'elle entraîne, dans la poussière que ses pieds font voler, dans l'ombre fortunée qui la suit.
Combien de fois je me suis jetée au-devant de sa marche pour dérober un rayon à ses regards, un souffle à sa bouche, un atome ou tourbillon qui flatte, qui caresse ses mouvements. Combien de fois, Télaïr, me le pardonneras-tu, j'épiais la volupté brûlante de sentir un des plis de sa robe frémir contre ma tunique, ou de pouvoir ramasser d'une lèvre avide une des paillettes de ses broderies dans les allées des jardins de Laris. Quand elle passait, vois-tu, tous les nuages rougissaient comme à l'approche de la tempête. Mes oreilles sifflaient, mes prunelles s'obscurcissaient dans leur orbite égarée, mon cœur était près de s'anéantir sous le poids d'une intolérable joie. Elle était là. Je saluais les ombres qui avaient flouté sur elle, j'aspirais l'air qui l'avait touchée, je disais à tous les arbres des rivages « Avez-vous vu Méroé ?» Si elle s'était couchée sur un banc de fleurs, avec quel amour jaloux je recueillais les fleurs que son corps avait froissées, les blancs pétales imbibés de carmin qui décoraient le front penché de l'anémone, les flèches éblouissantes qui jaillissent du disque d'or de la marguerite, le voile d'une chaste gaze qui se roule autour d'un jeune lys avant qu'il ait souri au soleil. L'air était calme, il ne troublait pas ses cheveux, et sa main soulevée s'en rapprochait comme pour réparer leur désordre. Je la suivis, Lucius, jusqu'au palais, jusqu'au temple de la princesse de Thessalie, et la nuit descendit sur nous, nuit de délices et de terreur. Puisse-t-elle avoir été la dernière de ma vie, et avoir fini plus tôt. Je ne sais si tu as jamais supporté, avec une résignation mêlée d'impatience et de tendresse, le poids du corps d'une maîtresse endormie qui s'abandonne au repos sur ton bras étendu sans s'imaginer que tu souffres. Si tu as essayé de lutter contre le frisson qui saisit peu à peu ton sang, contre l'engourdissement qui entraîne tes muscles soumis, de t'opposer à la conquête de la mort qui menace de s'étendre jusqu'à ton âme. C'est ainsi, Lucius, qu'un frémissement douloureux parcourait rapidement mes nerfs, en les ébranlant de tremblements inattendus comme le crochet aigu du plectrum qui fait dissonner toutes les cordes de la lyre, sous les doigts d'un musicien habile. Ma chair se tourmentait comme une membrane sèche approchée du feu. Ma poitrine soulevée était près de rompre en éclatant les liens de fer qui l'enveloppaient, quand Méroé, tout à coup, assise à mes côtés, arrêta sur mes yeux un regard profond, étendit sa main sur mon cœur pour s'assurer que le mouvement en était suspendu, l'y reposa longtemps, pesante et froide, et s'enfuit loin de moi, de toute la vitesse d'une flèche que la corde de l'arbalète repousse en frémissant. Elle courait sur les marbres du palais, en répétant les airs des vieilles bergères de Syracuse qui enchantent la lune dans les nuages de nacre et d'argent, tournait dans les profondeurs de la salle immense et criait de temps à autre avec les éclats d'une gaieté horrible pour appeler je ne sais quels amis qu'elle ne m'avait pas encore nommés. Pendant que je regardais plein de terreur et que je voyais descendre le long des murailles, se presser sous les portiques, se balancer sous les voûtes, une foule innombrable de vapeurs distinctes les unes des autres, mais qui n'avaient de la vie que des apparences de forme, une voix faible comme le bruit de l'étang le plus calme dans une nuit silencieuse, une couleur indécise empruntée aux objets devant lesquels flottaient leurs figures transparentes, la flamme azurée et pétillante jaillit tout à coup de tous les trépieds, et Méroé formidable volait de l'un à l'autre en murmurant des paroles confuses. Ici de la verveine en fleurs, là 3 brins de sauge cueillis à minuit dans le cimetière de ceux qui sont morts par l'épée. Ici le voile de la bien-aimée sous lequel le bien-aimé cacha sa pâleur et sa désolation après avoir égorgé l'époux endormi pour jouir de ses amours. Ici encore les larmes d'une tigresse excédée par la faim qui ne se console pas d'avoir dévoré un de ses petits. Et ses traits renversés exprimaient tant de souffrance et d'horreur qu'elle me fit presque de la pitié. Inquiète de voir ces conjurations suspendues par quelque obstacle imprévu, elle bondit de rage, s'éloigna, revint armée de 2 longues baguettes d'ivoire liées à leur extrémité par un lacet composé de 30 crins, détachés du cou d'une superbe cavale blanche par le voleur même qui avait tué son maître, et sur la tresse flexible, elle fit voler le rhombus d'ébène, au globe vide et sonore, qui bruit et hurla dans l'air, et revint en roulant dans un grondement sourd, et roula encore en grondant, et puis se ralentit, et tomba. Les flammes des trépieds se dressaient comme des langues de couleuvre, et les ombres étaient contentes. « Venez, venez !» criait Méroé, « il faut que les démons de la nuit s'apaisent, et que les morts se réjouissent. Apportez-moi de la verveine en fleurs, de la sauge cueillie à minuit, et du trèfle à 4 feuilles. Donnez des moissons de jolis bouquets à Saga et aux démons de la nuit. » Puis tournant un œil étonné sur l'aspic d'or dont les replis s'arrondissaient autour de son bras nu, sur le bracelet précieux, ouvrage du plus habile artiste de la Thessalie, qui n'y avait épargné ni le choix des métaux ni la perfection du travail, l'argent y était incrusté en écailles délicates, et il n'y en avait pas une dont la blancheur ne fût relevée par l'éclat d'un rubis ou par la transparence si douce au regard d'un saphir plus bleu que le ciel. Elle le détache. Elle médite, elle rêve. Elle appelle le serpent en murmurant des paroles secrètes, et le serpent animé se déroule et fait avec un sifflement de joie comme un esclave délivré. Et le rhombus roule encore, il roule toujours en grondant, il roule comme la foudre éloignée qui se plaint dans des nuages emportés par le vent, et qui s'éteint en gémissant dans un orage fini.
Cependant, toutes les voûtes s'ouvrent, tous les espaces du ciel se déploient, tous les astres descendent, tous les nuages s'aplanissent et baignent le seuil comme des parvis des ténèbres. La lune, tachée de sang, ressemble au bouclier de fer sur lequel on vient de rapporter le corps d'un jeune Spartiate égorgé par l'ennemi. Elle roule et appesantit sur moi son disque livide qu'obscurcit encore la fumée des trépieds éteints. Méroé continue à courir en frappant de ses doigts, d'où jaillissent de longs éclairs les innombrables colonnes du palais, et chaque colonne qui se divise sous les doigts de Méroé découvre une colonnade immense qui est peuplée de fantômes, et chacun des fantômes frappe comme elle une colonne qui ouvre des colonnes nouvelles, et il n'y a pas une colonne qui ne soit témoin du sacrifice d'un enfant nouveau-né arraché aux carcasses de sa mère. Pitié, pitié, m'écriai-je pour la mère infortunée qui dispute son enfant à la mort. Mais cette prière étouffée n'arrivait à mes lèvres qu'avec la force du souffle d'un agonisant qui dit adieu. Elle expirait un son inarticulé sur ma bouche balbutiante. Elle mourait comme le cri d'un homme qui se noie et qui cherche en vain à confier aux eaux muettes le dernier appel du désespoir. L'eau insensible étouffe sa voix, elle le recouvre, morne et froide, elle dévore sa plainte, elle ne la portera jamais jusqu'au rivage. Tandis que je me débattais contre la terreur dont j'étais accablée et que j'essayais d'arracher de mon sein quelque malédiction qui réveilla dans le ciel la vengeance des dieux, « Misérable !» s'écria Méroé, « sois puni à jamais de ton insolente curiosité. Ah, tu oses violer les enchantements du sommeil, tu parles, tu cries et tu vois. Eh bien, tu ne parleras plus que pour te plaindre, tu ne crieras plus que pour implorer en vain la sourde pitié des absents, tu ne verras plus que des scènes d'horreur qui glaceront ton âme. » S'exprimant ainsi, avec une voix plus grêle et plus déchirante que celle d'une hyène égorgée qui menace encore les chasseurs, elle détachait de son doigt la turquoise chatoyante qui étincelait de flammes variées comme les couleurs de l'arc-en-ciel ou comme la vague qui bondit à la marée montante et réfléchit en se roulant sur elle-même les feux du soleil levant. Elle presse du doigt un ressort inconnu qui soulève la pierre merveilleuse sur sa charnière invisible et découvre, dans un écrin d'or, je ne sais quel monstre sans couleur et sans forme qui bondit, hurle, s'élance et tombe accroupi sur le sein de la magicienne. « Te voilà, dit-elle, mon cher Smara, le bien-aimé, l'unique favori de mes pensées amoureuses, toi que la haine du ciel a choisi dans tous ses trésors pour le désespoir des enfants de l'homme. Va, je te l'ordonne, spectre flatteur, ou décevant ou terrible, va tourmenter la victime que je t'ai livrée, fais-lui des supplices aussi variés que les épouvantements de l'enfer qui t'a conçu, aussi cruels, aussi implacables que ma colère. Va te rassasier des angoisses de son cœur palpitant, compter les battements convulsifs de son pouls qui se précipite, qui s'arrête, contempler sa douloureuse agonie et la suspendre pour la recommencer. À ce prix, fidèle esclave de l'amour, tu pourras au départ des songes redescendre sur l'oreiller embaumé de ta maîtresse et presser dans tes bras caressants la reine des terreurs nocturnes. Elle dit, et le monstre jaillit de sa main brûlante comme le palais arrondi du discobole. Il tourne dans l'air avec la rapidité de ces feux artificiels qu'on lance sur les navires, étend des ailes bizarrement festonnées, monte, descend, grandit, se rapetisse et nain difforme et joyeux, dont les mains sont armées d'ongles d'un métal plus fin que l'acier, qui pénètrent la chair sans la déchirer et boivent le sang à la manière de la pompe insidieuse des sangsues, il s'attache sur mon cœur, se développe, soulève sa tête énorme et rit. En vain mon œil fixe d'effroi, cherche dans l'espace qu'il peut embrasser un objet qui le rassure. Les 1000 démons de la nuit exhortent l'affreux démon de la turquoise. Des femmes rabougries au regard ivre, des serpents rouges et violets dont la bouche jette du feu, des lézards qui élèvent au-dessus d'un lac de boue et de sang un visage pareil à celui de l'homme, des têtes nouvellement détachées du tronc par la hache du soldat, mais qui me regardent avec des yeux vivants et s'enfuient en sautillant sur des pieds de reptiles. Depuis cette nuit funeste, ô Lucius, il n'est plus de nuit paisible pour moi. Le texte que je viens de vous lire est sans doute inconnu à la plupart d'entre vous. D'ailleurs, il s'agit de quelques extraits du texte et non pas du texte dans son intégralité que je vous laisserai aller découvrir si cette vidéo vous en a donné envie par vous-même. Et pourtant, il s'agit d'un des textes fondateurs du fantastique classique français et d'un des textes inclassables du XIXe siècle. C'est Smara de Charles Nodier. Charles Nodier, il est désormais inconnu, sauf si on rentre dans les cercles littéraires et dans les études 19e ou les études qui se sont beaucoup intéressées au romantisme et à la littérature voisinante du romantisme. Charles Nodier, il est né en 1780, il est mort en 1844 et il a été l'un des auteurs, alors bizarrement étant donné qu'il est désormais oublié, en fait l'un des auteurs les plus importants de son époque.
c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui a été très très prolifique. Il a énormément écrit, c'est l'un des auteurs qui a le plus écrit à son époque. C'est un auteur qui a organisé énormément de salons littéraires, c'est un auteur qui a beaucoup contribué à la culture et à la réception de nombreux autres auteurs. Par exemple, Victor Hugo et Balzac admiraient énormément Charles Nodier, et en fait, on peut plus ou moins supposer que Charles Nodier a été éclipsé par la figure d'Hugo, par exemple, dans les cercles romantiques, étant donné que Nodier fait partie des auteurs romantiques et qu'il a beaucoup contribué, notamment justement à l'essor du romantisme français. Mais pas que, c'est lui aussi, Charles Nodier, qui a défini ce qu'était la littérature frénétique. Et la littérature frénétique, si jamais c'est un terme qui vous semble un petit peu abstrait ou un petit peu lointain, en fait c'est la version française, si vous voulez, de la littérature gothique. On parle rarement de littérature gothique en France, on parle plutôt de littérature frénétique, et c'est Nodier qui, le premier, a défini ce que c'était que la littérature frénétique. Charles Nodier, il a été assez oublié, je pense, voilà, que la plupart d'entre nous n'en avaient jamais vraiment entendu parler, et c'est surprenant, comme je vous l'ai dit, étant donné que je viens de vous lister quand même l'importance qu'il a pu avoir en termes de production littéraire, en termes de réception, en termes de théorisation de la littérature. Il a aussi beaucoup contribué, comme je vous l'ai dit, à la mise en avant sur le devant de la scène d'auteurs tels que Victor Hugo, mais aussi tels que Lamartine, par exemple. Et c'est un homme qui a eu une carrière et une vie très très longue, extrêmement chargée. Il a beaucoup voyagé, il a eu beaucoup d'engagement politique également, et je ne vais donc pas essayer vraiment de résumer sa vie ici. Franchement, si c'est un auteur que vous ne connaissez pas et si vous vous intéressez à cette période-là, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur Charles Nodier. Alors, on peut expliquer un petit peu l'oubli relatif, mais quand même assez important, dans lequel est tombé Charles Nodier, et j'ai trouvé une citation qui, à mon sens, est extrêmement éclairante sur les raisons pour lesquelles certains auteurs, qui pourtant très influents à leur époque, ne sont plus désormais connus et ne sont plus vraiment étudiés ni lus. L'oubli a vite fait de recouvrir les réputations les plus brillantes, et bientôt ceux-là seuls émergent que le bon Nodier appelait les colosses de la littérature, par exemple Victor Hugo. Mais pour mesurer de combien de coudées ils ont dépassé les hommes de leur temps, il est nécessaire de placer à côté d'eux l'image de littérateurs plus humbles. De même, pour apprécier le degré d'originalité de ces grands maîtres, nous avons besoin de savoir quels matériaux ils ont eu à leur disposition, dans quelle atmosphère d'idées et de sentiments ils se sont trouvés, et nous allons le demander à d'autres écrivains, à ceux qui ont reflété fidèlement, et sans la troubler par aucun élément personnel, cette atmosphère contemporaine. Qu'on ne tienne pas pour dénués de mérite ces écrivains modestes. Il n'est pas si facile d'exprimer l'âme diffuse d'une époque ou seulement d'un groupe social. À mesure qu'une influence nouvelle se fait sentir, il s'y prête aussitôt et l'aide à se manifester. En adoptant chaque mode, il la précise et lui confère quelque durée. Il leur faut pour cela des qualités fort estimables, l'ouverture de l'esprit, la sympathie de l'intelligence, la souplesse du talent. Ils ne sont pas à l'origine du mouvement, mais ils vont dans le sens même de ce mouvement et l'accompagnent dans toute son étendue. Ils ne sont ni des initiateurs, ni des précurseurs, mais ils sont des témoins. Leurs œuvres, quand nous les reprenons aujourd'hui, nous semblent étrangement surannées parce qu'elles ne portaient pas en elles-mêmes leurs principes de vie et qu'elles ont été seulement au goût d'un jour. Toutefois, leur rôle n'a pas été inutile. S'ils n'ont traduit que des idées qui étaient dans l'air, du moins les y ont-ils gardées de s'y évaporer. S'ils n'ont fait que suivre les courants qui leur venaient de leur époque, du moins les ont-ils empêchés de se perdre, jusqu'à ce que vint l'homme de génie, qui devait se les approprier et les détourner à son profit. Alors, ça reste quand même assez dur pour des écrivains tels que Charles Nodier, ça suppose un petit peu l'idée d'une création qui finalement est extrêmement contextualisée et qui est justifiée ou entraînée uniquement par des éléments extérieurs, ce qui est quand même assez faux. Charles Nodier, bien évidemment, comme tous les auteurs, ou en tout cas comme une grande partie des auteurs et des autrices, puise bien évidemment dans ce qui l'entoure, mais puise aussi dans des aspirations personnelles, dans un vécu qui lui est propre et dans des imaginations et des thématiques qui lui sont chères. Ce n'est pas non plus uniquement, je pense, un témoin, il a quand même beaucoup écrit, et Smara, pour moi, c'est vraiment un texte assez incroyable. À vrai dire, après l'avoir lu, après l'avoir vraiment ressenti, et après m'être plongée dans ces pages, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce texte-ci n'est pas plus étudié, n'est pas plus lu. Alors, au demeurant, c'est le seul texte qui est publié à l'heure actuelle dans une maison d'édition classique de Charles Nodier, La Fée aux miettes, Trilby et Smara. La Fée aux miettes et Trilby, ce sont des contes en fait fantastiques qui, moi, ne me parlent pas plus que ça, mais Smara, ça a vraiment été une incroyable découverte. C'est un texte de 1821.
Et c'est un texte profondément envoûtant. Je pense que vous l'aurez sans doute senti à la lecture de ces extraits. C'est aussi un texte qui est quand même complexe, un texte difficile. Alors ça ne s'est pas entendu parce que je ne vous l'ai pas lu en entier parce qu'il est quand même assez long, mais c'est un texte qui a une structure très particulière et très décousue. En fait, on est ici plongé dans un cauchemar. Et ce qui est extrêmement réussi dans l'écriture de Charles Nodier, c'est qu'il s'inspire énormément du rêve et du cauchemar dans la structure même de ce texte. On a deux récits enchâssés, mais des récits enchâssés qui défient toutes les formes de logique et qui n'offrent aucune indication au lecteur. La narration change, sans explication, sans être vraiment averti de qui sera le futur narrateur. Il y a effectivement une ambiance qui est recréée avec cette thématique de l'antique qui était chère à l'époque de Nodier et qui évidemment est aussi présente dans le romantisme, mais qui en plus nous transporte bien évidemment dans un autre contexte et dans une époque qui est très fantasmée et qui même pour nous, en fait, lecteurs et lectrices du XXIe siècle, est toujours chargée d'énormément de représentations, de symboliques et de fantasmes. Il y a des ruptures au niveau même des phrases, des anacolutes, pour celles et ceux qui veulent le terme précis de la figure de style. Donc on a des ruptures au niveau de la narration, des ruptures au niveau du schéma logique, des ruptures dans la construction même syntaxique des phrases. On a cette ambiance extrêmement ésotérique, extrêmement onirique. On a ces démons qui arrivent par milliers et on a de nombreuses métaphores qui viennent parsemer le texte et représenter le sommeil, la puissance du sommeil et le temps qui passe et le temps qui amène d'un sommeil à l'autre. Notamment dans l'extrait que je vous ai lu, le premier, il y a ces personnages qui en fait marchent en rond sur cette place et qui représentent peut-être les heures, peut-être les années, peut-être tout simplement voilà, le temps qui passe. Et en fait on voit qu'il y a deux éléments extrêmement intéressants. C'est que ces êtres sont terrifiants parce qu'ils sont décharnés, parce qu'ils sont spectraux et donc effrayants, mais en réalité cet effroi-là pourrait être expliqué de façon tout à fait naturelle. Ce sont les ravages, les effets du temps qui parfois sont des ravages, et en réalité on est là face à une loi naturelle tout à fait normale et qui n'est transformée en effroi que parce que nous, lecteurs-lectrices, nous sommes déjà entraînés par Charles Nodier dans cette écriture-là. C'est un texte qui est très macabre par moments et qui est extrêmement surprenant au niveau des images hallucinées et très fortes qui s'y trouvent. Je ne vous ai pas lu le moment le plus culminant, vous laissant donc ceci pour plus tard et pour le plaisir que vous aurez en allant faire vos propres recherches, mais on peut aussi imaginer que les exécutions auxquelles a assisté Charles Nodier lors de la Terreur quand il était enfant ont peut-être, sans doute je pense, nourri ces impressions macabres. Et un autre point très important dans l'écriture pour ce texte-là, c'est que c'est un peu difficile de savoir quelles sont les réelles intentions de l'auteur, et ça se retrouve également dans la littérature frénétique, dans sa définition qu'il a donnée, lui, de la littérature frénétique, et puis dans les autres textes ou dans les appréciations, dans les critiques qu'il a pu en faire. Il a écrit deux préfaces, Nodier, à Smara, parce que la première fois que Smara a été publié, il a été publié de façon anonyme, une deuxième fois il a été publié en gardant le nom de Charles Nodier, et donc il explique un peu son intention, il explique aussi qui est Smara, quelle est la forme de ce texte, etc. Et au début, il présente ce texte comme un pastiche. Il était plutôt négatif et plutôt réservé quant aux textes gothiques et aux textes sanguinolents qui apparaissaient et qui sont apparus bien avant même la Révolution et la Terreur. Et il a voulu créer un pastiche. Sauf que le texte est si réussi, le texte est si novateur, le texte est si brillant et si intéressant au niveau de la forme et du fond et au niveau de la presque du manifeste esthétique qu'il représente, qu'il est un peu difficile de croire qu'il ne s'agit que d'un pastiche. Et dans la deuxième préface qu'il écrit, Nodier en fait s'éloigne de cette première revendication, de cette première indication qu'il donnait sur l'écriture du texte. Alors, le sommeil, c'est vraiment ce qui joue un rôle prépondérant dans le texte, étant donné qu'on est là face à un cauchemar, et Charles Nodier s'est beaucoup intéressé au sommeil. Il a écrit tout un texte en 1831 qui s'intitule « De quelques phénomènes du sommeil », et il entre guillemets, théorise ou propose comme postulat que le sommeil est indispensable à l'artiste et que c'est dans le rapport au sommeil que se vérifie si une personne est oui ou non un ou une artiste. C'est dans cette connexion qu'il y a entre le réveil et le sommeil, dans ces quelques instants où on a encore accès aux portes et aux éléments de notre sommeil, que se vérifie ou non la créativité et la qualité d'artiste d'une personne. Donc c'est en plus finalement quelque chose alors qui est
qui commence à se développer à l'époque, avec beaucoup de réflexions sur le sommeil, beaucoup d'écriture de songes, beaucoup d'écriture de rêves, mais c'est aussi quelque chose que Naudier vraiment va théoriser avec 2 articles. Il n'y a pas que celui-là, il a aussi écrit un autre article sur le fantastique qui est quand même assez inspiré de ces théories-là sur le sommeil, qu'il va incarner à merveille dans Smara, et qui vont inonder en fait cette théorie et ces réflexions sur le sommeil, sur le rêve, sur la veille, sur l'art, etc., sur la réalité. C'est quelque chose qui va se poursuivre en fait, et jusqu'au surréalisme en réalité. Donc c'est un auteur finalement mineur et majeur à la fois, mineur car plus vraiment étudié, qui n'a pas vraiment passé l'épreuve du temps, qui a finalement écrit beaucoup de textes qui sont datés et qui n'ont plus réellement d'intérêt et qui ne tiennent pas, encore une fois, l'épreuve du temps, mais il y a d'autres textes, comme Smara, qui pour moi sont des textes extrêmement importants, extrêmement fondateurs, et je suis vraiment très surprise finalement que ce texte-là ne soit pas plus mis en avant. Donc voilà, c'est un texte que j'avais très envie de partager avec vous, parce que j'ai été vraiment extrêmement surprise en le lisant, extrêmement charmée. C'est un texte court mais très très complexe qui offre des multitudes d'options quant à l'analyse et à la lecture, et j'espère vraiment vous avoir donné envie de faire ce travail-ci pour vous-même, et une fois cette vidéo achevée, de vous tourner vers Charles Naudier, ou en tout cas de vous tourner vers Smara.